Imaginez qu'un gouvernement, croulant sous les dettes de guerre, décide de confier tout ce fardeau à une seule entreprise privée. En échange, la promesse d'un monopole commercial juteux mais quasi inexistant. C'est l'histoire incroyable de la Compagnie des Mers du Sud, une escroquerie politique et financière monumentale qui, en 1720, a ruiné des milliers de Britanniques, y compris des membres de la famille royale et même le célèbre scientifique Isaac Newton. Bienvenue en Grande-Bretagne au début du XVIIIe siècle. Le pays est au bord de la banqueroute après des années de guerre. En 1711, pour régler ce problème, le gouvernement a une idée de génie. Créer la South Sea Company. La promesse est simple et alléchante. La compagnie absorbe la dette nationale et en retour, elle obtient les droits exclusifs de commerce avec les riches colonies espagnoles d'Amérique du Sud. Sur le papier, c'est un plan parfait. Mais il y a un léger problème. Un énorme problème, en fait. L'Espagne et la Grande-Bretagne sont constamment en conflit. Ce soi-disant commerce exclusif se résume en réalité à un accès très limité, principalement centré sur la traite des esclaves. La réalité économique est donc à des années-lumière de la valeur promise. Les fondamentaux ne justifient absolument pas l'engouement qui va suivre. Face à cette coquille vide, les dirigeants de la compagnie n'ont pas vendu des marchandises. Ils ont vendu du rêve. Ils ont orchestré une campagne de communication massive, inondant le marché de rumeurs sur des richesses insondables qui n'attendaient qu'à être cueillies en Amérique du Sud. Et ça a marché, au-delà de toutes les espérances. Le prix de l'action, qui était d'environ 128 livres en janvier 1720, s'est envolé pour atteindre plus de 1000 livres en juillet. C'était une véritable frénésie collective, une folie spéculative pure. Les gens, voyant leurs voisins, leurs amis s'enrichir du jour au lendemain, ont été saisis par la peur panique de manquer l'occasion, le fameux FOMO, la peur de rater le train. Tout le monde s'est mis à acheter, des domestiques aux ducs, des artisans aux aristocrates. L'atmosphère était tellement électrique et spéculative que des dizaines d'autres sociétés bidons, les Bubble Companies, ont vu le jour. Elles proposaient des projets tous plus absurdes les uns que les autres, juste pour attirer les investisseurs crédules et surfer sur la vague. Pour protéger son propre monopole et empêcher les gens d'investir leur argent ailleurs, la Compagnie des Mers du Sud a alors fait pression sur le Parlement. Résultat, le New Bubble Act est voté en juin 1720. Cette loi interdit la création de toute nouvelle société par action sans une charte royale. L'intention était de tuer la concurrence. Mais, ironiquement, cette loi a eu un effet pervers. Elle a mis un coup de projecteur sur la fragilité fondamentale de l'action de la South Sea Company elle-même. Et ce qui devait arriver, arriva. En septembre 1720, la confiance a commencé à s'éroder. Les investisseurs les plus malins, ceux qui avaient acheté au début, ont commencé à vendre massivement pour prendre leurs bénéfices. Ce fut le début de la panique. Le cours de l'action s'est effondré aussi vite qu'il était monté. En quelques semaines, il est retombé à moins de 150 livres. Des milliers d'investisseurs ont tout perdu. Même le grand Isaac Newton, qui avait pourtant vendu une première fois avec un joli profit avant de réinvestir bien plus gros au plus haut, a perdu une fortune. Il aurait déclaré, dépité, « Je peux calculer le mouvement des corps célestes, mais pas la folie des foules. » Le scandale fut immense, une véritable bombe politique. Des enquêtes parlementaires ont été lancées et ont révélé une corruption massive, des pots de vin versés à des politiciens de premier plan pour soutenir l'escroquerie. La bulle de la mer du Sud a durablement entaché la réputation du monde de la finance en Grande-Bretagne. Elle a même conduit à des réformes si strictes qu'elles ont freiné le développement des sociétés par action pendant plus d'un siècle. Cette histoire, vieille de 300 ans, reste un avertissement incroyablement puissant et toujours d'actualité. Quand une offre semble trop belle pour être vraie, quand sa valeur repose non pas sur des revenus réels mais uniquement sur la hype, la spéculation et l'argent de l'État, alors attention à la chute. C'est la leçon intemporelle de la plus grande escroquerie du XVIIIe siècle. Merci d'avoir regardé, n'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucune de nos prochaines histoires. À bientôt.